Le jour où ma famille m'a demandé 50 000 $, j'étais assise dans mon appartement à Boston, regardant mon relevé bancaire qui affichait 123 000 $ d'économie. J'avais 22 ans, je venais d'obtenir mon diplôme du MIT sans un seul centime de dette et j'avais une offre d'emploi chez Google qui payait 140 000 $ par an. Ma mère était au téléphone, sa voix mielleuse d'une manière qui me donnait toujours la chair de poule. « Chérie, ton frère a vraiment besoin d'aide avec ses prêts étudiants. Il doit plus de 100 000 $ et les paiements l'étouffent. Nous pensions que, puisque tu as eu la chance d'obtenir ton diplôme sans dette, tu pourrais l'aider. Disons 50 000 pour commencer. » La chance. Elle avait dit « chance ». Comme si mes 4 années sans dette au MIT étaient tombées du ciel par accident cosmique plutôt que par des années de travail acharné, de sacrifices et de secrets que ma famille ne connaîtrait jamais. « Maman », dis-je calmement, ma voix beaucoup plus stable que mon cœur qui battait la chamade. « Je ne vais pas donner 50 000 $ à Alexandre. Et ce n'était pas de la chance. J'ai obtenu mon diplôme sans dette parce que j'avais une bourse complète que vous m'avez cachée pendant toute ma dernière année de lycée. » Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Je pouvais pratiquement entendre les engrenages tourner dans son cerveau, cherchant une façon de nier, de dévier, de réécrire l'histoire. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Isabelle. » La bourse National Merit Scholar, celle qui est arrivée par courrier en octobre de ma dernière année, celle que tu as interceptée, cachée dans ton tiroir de bureau et dont tu ne m'as jamais parlé, celle qui aurait couvert ma première année complète à n'importe quelle université publique ou donné une contribution substantielle aux écoles privées. Cette bourse, maman, celle dont j'ai découvert l'existence seulement quand j'ai trouvé les lettres dans ton bureau 3 ans plus tard. Un autre silence. Puis, nous pensions que c'était mieux pour toi de ne pas le savoir. Tu étais déjà si stressé par les admissions universitaires. Nous ne voulions pas ajouter de pression. La façon désinvolte avec laquelle elle mentait était presque impressionnante. Non, maman, vous ne vouliez pas que je sache que j'avais des options. Vous vouliez que je reste locale, que j'aille à l'université d'État comme Alexandre, que je reste sous votre contrôle. Mais devinez quoi ? J'ai découvert la vérité. J'ai fait appel de la décision de la bourse et j'ai obtenu chaque centime que je méritais. C'est pourquoi je n'ai pas de dette, pas de la chance, de la détermination malgré votre sabotage. Isabelle, tu es injuste, nous t'aimons, nous avons toujours voulu le meilleur pour toi. Si vous vouliez le meilleur pour moi, vous ne m'auriez pas caché une bourse de 2 500 $ par an. Vous ne m'auriez pas dit que le MIT était trop ambitieux, alors que j'avais le profil pour y entrer. Vous ne m'auriez pas comparé défavorablement à Alexandre pendant toute mon enfance. Je respirais profondément. Et vous ne me demanderiez certainement pas 50 000 $ pour sauver votre fils préféré des conséquences de ses propres choix. C'est ton frère, dit-elle, sa voix devenant dure maintenant. La famille s'entraide. La famille ne cache pas les bourses, la famille ne sabote pas l'avenir de ses enfants, et la famille ne demande de l'argent qu'après des années de négligence émotionnelle. Je marquai une pause, laissant mes mots résonner. La réponse est non, maman. Non pour les 50 000, non pour n'importe quel montant. Alexandre a contracté ses prêts pour une école privée coûteuse où il a passé 4 ans à faire la fête au lieu d'étudier. Ce sont ses dettes à rembourser, pas les miennes à sauver. Tu es égoïste, scracha-t-elle. Nous t'avons élevé mieux que ça. Non, vous m'avez élevée pour être petite, obéissante et reconnaissante des miettes. Mais j'ai appris à m'évaluer malgré vous, pas grâce à vous. Je regardais par la fenêtre de mon appartement, la ligne d'horizon de Boston s'étendant devant moi, remplie de possibilités. Je dois aller maintenant, passer une bonne journée. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, mes mains tremblant alors que l'adrénaline se déversait dans mon système. C'était la première fois que je défendais aussi directement mes intérêts contre ma famille, la première fois que je disais la vérité à voix haute sur ce qu'ils avaient fait. Et pour comprendre pourquoi ce moment était si important, pourquoi cette demande de 50 000 $ était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je dois revenir en arrière. Je dois vous raconter l'histoire de comment ma famille a essayé de limiter mon avenir et comment j'ai refusé de les laisser faire. J'ai grandi dans la banlieue de Chicago, la 2e enfant et seule fille de ma famille. Mon frère Alexandre avait 3 ans de plus que moi et dès le début, il était clair qu'il était l'enfant spécial, le premier-né, le fils, celui qui porterait le nom de famille vers l'avant, comme mon père aimait le dire lors des dîners.
Alexandre était naturellement intelligent, le genre d'enfant qui pouvait obtenir des B sans beaucoup d'efforts. Mes parents le traitaient comme un génie. Quand il ramenait à la maison un 90 en mathématiques, mon père l'emmenait chercher une glace. Quand il faisait l'équipe de football junior varsity, ma mère invitait toute la famille élargie pour célébrer. Moi, j'étais l'arrière-pensée, la fille calme qui lisait dans les coins et posait trop de questions. Quand je ramenais à la maison des 100 en sciences, mes parents hochaient la tête distraitement et disaient « C'est bien, chérie ». Quand j'ai gagné le concours d'orthographe régional en 5e année, mes parents ont oublié de venir à la cérémonie de remise des prix. « Désolée, ma chérie », avait dit mon père ce soir-là, sans lever les yeux de son journal. « Alexandre avait un match de football, tu comprends ?» Je comprenais parfaitement. Alexandre comptait moins, ses activités comptaient moins, son avenir comptait moins. Cette réalisation n'est pas venue comme un choc soudain, mais comme une prise de conscience progressive, se bâtissant année après année, déception après déception. Au moment où j'ai atteint le lycée, j'avais appris à arrêter de m'attendre que mes parents remarquent mes accomplissements. J'accomplissais des choses pour moi-même, pas pour leur approbation. Ma première année de lycée, j'ai pris tous les cours honors à disposition. J'ai rejoint le club de débat, l'équipe de maths et commencé à faire du tutorat bénévole à la bibliothèque locale. Mon bulletin de notes était entièrement composé de A. Nerson dans la maison ne l'a noté car Alexandre, maintenant en dernière année, avait été accepté à Northwestern avec une bourse partielle. Northwestern, mon père avait ouvert une bouteille de champagne coûteuse ce soir-là. Mon fils va à Northwestern. Savez-vous à quel point c'est prestigieux ? C'est seulement une bourse partielle, avait murmuré ma mère à ma tante Louise. Nous devrons toujours payer environ 35 000 $ par an, mais il le vaut. Alexandre va faire de grandes choses. 35 000 $ par an, 140 000 sur 4 ans. Pour Alexandre, mes parents vidaient leur sauvegarde, contractaient des loans et se sacrifiaient volontiers, pour leur fils brillant qui méritait le meilleur. Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai fait des calculs. Si mes parents dépensaient 140 000 $ pour l'université d'Alexandre, combien en resterait-il pour la mienne dans 3 ans ? Avec leurs revenus, probablement pas grand-chose. Il fallait que je me prépare à me financer moi-même. J'ai donc commencé à chercher des bourses. Pas plus tard, pas en dernière année quand tout le monde commençait à y penser, mais immédiatement. J'avais 14 ans et je construisais déjà une stratégie pour mon avenir universitaire car je savais que personne d'autre ne le ferait pour moi. Ma 2e année, j'ai maintenu mon 4.0 tout en ajoutant plus d'activités extracurriculaires. J'ai rejoint le club de sciences olympiades où nous avons gagné la médaille d'or régionale. J'ai commencé un blog de programmation, m'enseignant Python et Java à travers des tutoriels en ligne gratuits. J'ai fait du bénévolat 10 heures par semaine dans un centre communautaire local, aidant les immigrants à apprendre anglais. Chaque réalisation allait dans un dossier que je gardais caché dans mon placard, documentant mes activités pour les futures demandes de bourse. J'ai lu chaque article que je pouvais trouver sur comment obtenir des bourses complètes, quelles universités offraient la meilleure aide financière, comment se démarquer dans un bassin de candidats compétitifs. Pendant ce temps, à Northwestern, Alexandre faisait la fête. Il a rejoint une fraternité, a séché des cours et a passé plus de temps dans les bars qu'à la bibliothèque. Ses notes ont chuté à une moyenne de 2,5, mais quand mon père a reçu son bulletin, il a simplement ri. Les garçons seront des garçons, l'université c'est autant pour créer un réseau que pour les notes. Alexandre construit des connexions qui l'aideront dans sa carrière. Ces connexions semblaient principalement impliquer de boire de la bière et de jouer aux jeux vidéo, mais je n'ai rien dit. J'ai appris très tôt que remettre en question le comportement d'Alexandre ne menait qu'à des sermons sur le respect de mon frère. Ma 3e année de lycée a été l'année où tout a changé. J'ai passé le PSAT en octobre et bien que je ne le savais pas encore, ce test allait devenir l'un des moments les plus importants de ma vie. J'avais étudié pendant l'été entier, travaillant à travers des livres de préparation que j'avais achetés avec l'argent du babysitting. J'avais passé des tests pratiques chronométrés tous les samedis matins à la bibliothèque. J'avais mémorisé des listes de vocabulaire et révisé des concepts de mathématiques jusqu'à ce qu'ils soient une seconde nature. Le jour du test, j'étais nerveuse mais préparée. Les questions semblaient difficiles mais gérables. Quand j'ai terminé, je me sentais prudemment optimiste. Peut-être que j'avais bien réussi, peut-être que ce test ouvrirait des portes.
Ce que je ne savais pas, c'est à quel point les portes s'ouvriraient grand, ou comment ma famille essaierait de les claquer. Les résultats du PSAT sont arrivés en décembre, distribués par nos conseillers d'orientation pendant les heures de conseil. Madame Chen, ma conseillère, m'a demandé de rester après que les autres étudiants soient partis. « Isabelle, dit-elle, un sourire se répandant sur son visage, je viens de voir vos résultats PSAT. Vous avez obtenu un score de 1480. Savez-vous ce que cela signifie ?» Je secouai la tête, mon cœur battant. « Cela vous place dans le 99e percentile. Vous êtes presque certainement une candidate National Merit Scholar. Si votre score se maintient à travers le processus de sélection, vous pourriez être admissible à des bourses substantielles. Nous parlons potentiellement de 2 500 $ par an de la National Merit Corporation elle-même. Plus de nombreuses universités offrent des forfaits complets aux National Merit Scholars. Frais de scolarité, logement, repas, livres, tout. Et même les universités qui n'offrent pas de bourse complète regardent très favorablement les National Merit Scholars. » Elle se pencha en avant. « Isabelle, avec ce score, avec vos notes et vos activités extracurriculaires, vous êtes compétitive pour les meilleures universités du pays. MIT, Stanford, Caltech, vous devriez viser haut. » Je suis sortie de ce bureau en flottant sur un nuage. Pour la première fois, quelqu'un avec autorité me disait que j'étais exceptionnelle, que mes rêves d'assister à une école d'élite n'étaient pas ridicules, que j'avais de la valeur. Je suis rentrée à la maison ce jour-là prête à partager mes nouvelles, imaginant peut-être, juste peut-être, que cette réalisation serait suffisamment grande pour que mes parents ne remarquent, qu'ils soient fiers. Mais quand je suis arrivée, ma mère était au téléphone avec Alexandre qui apparemment avait échoué à un examen de mi-session et avait besoin de rassurance. Mon père travaillait tard, le moment ne semblait jamais bon. Alors j'ai attendu, et en attendant, j'ai manqué quelque chose de crucial. La notification officielle du National Merit Scholarship Programme est arrivée par courrier en octobre de ma dernière année. Je ne l'ai jamais vue. Ma mère l'a interceptée. Plus tard, bien plus tard, quand j'ai finalement trouvé la lettre cachée dans le tiroir du bureau de ma mère, j'ai pu reconstruire ce qui s'était passé. Elle a ouvert l'enveloppe, lu que j'étais nommée semi-finaliste National Merit, que j'étais en lice pour des bourses potentielles valant des dizaines de milliers de dollars, et elle l'a cachée. Elle n'a pas jeté la lettre, ce qui aurait pu être découvert. Elle l'a gardée, la preuve de ma réalisation, verrouillée dans son bureau comme un secret qu'elle pourrait contrôler. Avec elle, elle a caché toute la correspondance de suivi, les instructions sur comment avancer dans le processus de sélection, les informations sur les bourses universitaires disponibles pour les National Merit Scholars. Pourquoi ? Cette question m'a hantée pendant des années. Pourquoi une mère saboterait les opportunités de sa propre fille ? J'ai fini par comprendre la vérité à travers des bribes de conversations entendues, des commentaires laissés échapper pendant les disputes, la façon dont mes parents parlaient de l'avenir. Ils voulaient que je reste locale. Pas par amour ou par désir d'être proche, mais par contrôle et convénience. Si j'allais à l'université d'État, je pouvais vivre à la maison, je pouvais faire les corvées, cuisiner les repas, être là quand ils avaient besoin de quelque chose. Je pouvais être le filet de sécurité pour Alexandre quand il rentrait à la maison en été, l'enfant obéissant qui ne défiait jamais, ne dérangeait jamais, ne s'élevait jamais au-dessus de sa station. Et peut-être plus profondément, il ne pouvait simplement pas imaginer que j'étais exceptionnelle. Alexandre était l'intelligent, j'étais l'autre. Accepter que je pourrais être une National Merit Scholar, que je pourrais aller au MIT ou Stanford, aurait nécessité de réécrire entièrement leur compréhension de leur propre famille. Il était plus facile de cacher la lettre. Donc pendant ma dernière année de lycée, alors que je devais faire avancer ma candidature National Merit, remplir des formulaires, postuler à des écoles avec les meilleures bourses National Merit, je ne savais rien. J'avançais en pensant que j'étais seule dans le financement de mon éducation, sans savoir que j'avais gagné l'un des honneurs académiques les plus prestigieux disponibles pour les lycéens. Mais même sans connaître mon statut National Merit, je n'ai pas abandonné. J'ai travaillé plus fort que jamais. J'ai passé le SAT 3 fois, finalement obtenant un 1580. J'ai maintenu mon 4.0 tout en prenant 6 cours AP ma dernière année. J'ai été élu président du club de débat, capitaine de l'équipe de mathématiques et remporté plusieurs compétitions régionales de programmation. J'ai postulé à 15 bourses différentes que j'ai trouvées en ligne et à travers le bureau des conseils de mon lycée. Des petites, 500 $ ici et là, des moyennes, quelques milliers.
J'ai écrit des dizaines d'essais, obtenu des lettres de recommandation, compilé des portfolios de mon travail. Et j'ai postulé à des universités en secret. « Où postules-tu » m'avait dit mon père lors d'un dîner en novembre. « Université d'État principalement, peut-être quelques autres écoles de l'État, je ne veux pas aller trop loin. » C'était ce qu'il voulait entendre, alors c'est ce que j'ai dit. Mais en réalité, j'avais postulé au MIT, Stanford, Caltech, Carnegie Mellon, Université du Michigan, Université de Floride et 5 autres écoles réputées pour leurs programmes de sciences informatiques et leur généreuse aide financière. Chaque fait d'application venait de mon propre argent, économisé du babysitting et d'un travail à temps partiel dans un café local. Chaque essai a été écrit dans ma chambre après que tout le monde est allé se coucher. Chaque lettre de recommandation a été sollicitée aux enseignants qui comprenaient que j'avais besoin d'aide pour naviguer dans ce processus seul. Madame Chen, ma conseillère, est devenue mon alliée dans ce processus. Elle comprenait ma situation familiale sans que j'aie besoin de l'expliquer complètement. Elle voyait comment mes parents agissaient lors des conférences parents-étudiants, comment ils posaient des questions superficielles sur mes notes, mais ne montraient jamais d'intérêt réel à mon avenir académique. Isabelle, m'a-t-elle dit un jour après l'école, je ne sais pas exactement ce qui se passe chez toi, mais je veux que tu saches quelque chose. Tu es l'une des étudiantes les plus douées que j'ai conseillées en 15 ans de travail. Peu importe ce que ta famille te dit ou ne te dit pas, tu mérites d'être dans une école d'élite. Tu mérites chaque opportunité. Ces mots m'ont fait pleurer dans son bureau, les premières larmes que j'avais versées au sujet de ma situation familiale depuis des années. Quelqu'un me voyait, quelqu'un croyait en moi. Les acceptations universitaires ont commencé à arriver en mars. La première était de l'Université du Michigan, avec 30 000 $ de bourse au mérite par an. Puis Carnegie Mellon, avec un forfait similaire. L'Université de Floride m'a offert une bourse complète pour National Merit Scholars, ce qui m'a confondue car je ne savais pas que j'étais une National Merit Scholar. J'ai appelé leur bureau d'aide financière. « Excusez-moi, je pense qu'il y a une erreur. Je n'ai jamais postulé en tant que National Merit Scholar. » La femme au téléphone semblait confuse. Selon nos dossiers, vous êtes listé comme finaliste National Merit. C'est pourquoi vous êtes admissible à notre forfait de bourse complet. Je suis quoi? Une finaliste National Merit. Vous ne le saviez pas? Vous auriez dû recevoir une notification en septembre ou octobre. Ce soir-là, j'ai confronté ma mère. Ai-je reçu du courrier de la National Merit Scholarship Corporation l'automne dernier? Son visage a pâli légèrement, juste assez pour que je le remarque. Je ne me souviens pas. Pourquoi? Parce que l'Université de Floride dit que je suis une finaliste National Merit, mais je n'ai jamais reçu de notification à ce sujet. Ce qui est étrange, vous ne trouvez pas? Peut-être qu'ils ont fait une erreur, dit-elle, évitant mon regard. Tu devrais les recontacter. Ou peut-être, dis-je doucement, une intuition désagréable se formant, peut-être que j'ai reçu une notification et que quelqu'un l'a cachée. C'est ridicule, pourquoi ferais-je quelque chose comme ça? Je ne fais pas, maman, pourquoi le ferais-tu? Nous nous sommes regardés et dans ses yeux, j'ai vu la culpabilité. Pas de remords, mais de la culpabilité. Elle savait que j'avais raison. « Où est le courrier ?» demandai-je. « Je n'ai aucun courrier. »« Où est le courrier ?» « Isabelle, tu me manques de respect. Vous m'avez caché une bourse nationale mérite. » Les mots ont explosé de moi, des années de frustration se déversant. Vous m'avez caché quelque chose qui aurait pu changer ma vie entière. Où est-il? Le bruit a attiré mon père du salon. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman a caché mon courrier de bourse nationale mérite. Je suis une finaliste, mais je n'en savais rien parce qu'elle a intercepté les lettres. Mon père regarda ma mère. Catherine? Le silence de ma mère était une confession. Où est-il? demandai-je à nouveau, ma voix dangereusement calme maintenant. Dans mon bureau, murmura-t-elle finalement. Tiroir du bas, verrouillé. J'ai trouvé sa clé, ouvert le tiroir, et là, dans un dossier étiqueté divers, se trouvaient 7 enveloppes de la National Merit Scholarship Corporation, des enveloppes datées de septembre à février, toutes adressées à moi, toutes non ouvertes sauf la première. Mes mains tremblaient en lisant. Semi-finaliste, finaliste, des instructions sur comment faire avancer ma candidature maintenant avec des dates limites dépassées, des informations sur les bourses, des milliers de dollars que j'aurais pu obtenir si seulement j'avais su postuler. Pourquoi? Ma voix s'est brisée en posant la question. Pourquoi me feriez-vous ça? Nous pensions que c'était mieux, commença ma mère. Tu étais déjà si stressée. Ne me mentez pas, criai-je. Dites-moi la vraie raison. Nous voulions que tu restes proche, finit-elle par crier. Nous voulions que tu ailles à l'université d'État, que tu vives à la maison. Nous ne pouvions pas nous permettre d'envoyer les 2 enfants dans des écoles coûteuses, et Alexandre avait déjà commencé à Northwestern.
Alors vous avez décidé qu'il méritait une éducation coûteuse et que moi je ne la méritais pas. Ce n'est pas ça, c'est exactement ça. J'ai tenu les lettres. Vous avez choisi Alexandre plutôt que moi, encore une fois, comme vous l'avez toujours fait. Mais devinez quoi, j'ai entré à MIT avec une aide financière, et Stanford m'a accepté, et Caltech, et toutes les autres écoles à qui j'ai postulé en secret parce que je savais que vous essaieriez de me retenir. Le choc sur leur visage aurait été satisfaisant si je n'étais pas si en colère, si blessée. Et maintenant, continuai-je, je vais appeler la National Merit Corporation et voir si je peux encore faire quelque chose de ça malgré vous, vous ayant caché les dates limites, parce que contrairement à vous, je crois que je mérite les mêmes opportunités qu'Alexandre. J'ai passé cette nuit-là au téléphone avec diverses organisations et bureaux d'aide financière. J'ai expliqué ma situation, prouvé mon statut de finaliste, fourni de la documentation. C'était compliqué, beaucoup de dates limites étaient passées, mais j'étais déterminée. Finalement, après des semaines de communication, voici ce que j'ai obtenu. La bourse nationale mérite officielle de 2 500 $ pour l'année. Pas autant que j'aurais pu obtenir si j'avais su plus tôt, mais quelque chose. Et plus important, plusieurs universités ont accepté d'honorer leurs offres de bourse nationale mérite même si je les contactais tardivement, reconnaissant que les circonstances étaient atténuantes. L'Université de Floride a réitéré son offre de bourse complète. L'Université d'Oklahoma a offert la même. USC a offert une demi-bourse. Et MIT, mon école de rêve, a augmenté son offre d'aide financière après que j'ai expliqué ma situation, incluant plus de bourses et réduisant ma contribution familiale expérée à presque rien. J'avais mes choix, j'avais mes options, malgré mes parents, pas grâce à eux. « Tu vas à MIT ?» demanda mon père lorsque je pris ma décision finale en avril. « Oui. » « Isabelle, c'est si loin et si cher. C'est entièrement couvert. Bourse, aide financière et prêt à l'étudiant. Vous n'aurez pas à payer 1 centime, ce dont je suis sûre que vous êtes soulagée puisque vous avez déjà vidé vos sauvegardes pour Alexandre. » Le sarcasme dans ma voix était épais. Je ne me souciais plus de cacher ma colère. Ma mère essaya une tactique différente. « Qui va t'aider à déménager, à t'installer? Tu ne peux pas faire tout ça tout seul. »« Je peux et je le ferai. J'ai fait tout le reste toute seule. Pourquoi pas ça aussi ?» C'est exactement ce que j'ai fait. En août, j'ai pris un vol à Boston avec 2 valises contenant tout ce que je possédais. Je me suis installée dans ma chambre de dormitoire, j'ai assisté à l'orientation, j'ai commencé mes cours, tout seul. Et c'était libérateur. MIT était tout ce que j'espérais et plus. J'étais entourée de personnes brillantes qui me défiaient intellectuellement. Les professeurs étaient de calibre mondial. Les opportunités de recherche étaient infinies. Pour la première fois de ma vie, être intelligent n'était pas quelque chose à cacher ou minimiser, c'était célébré. Ma première année, j'ai maintenu un 3,9 de moyenne. J'ai rejoint un club de robotique et un groupe de recherche travaillant sur l'intelligence artificielle. J'ai fait des amis qui sont devenus ma famille choisie, des personnes qui comprenaient l'ambition, le travail acharné et le coût de venir de familles qui ne vous soutenaient pas. Mon compagnon de dormitoire, Marcus, venait d'une famille immigrée qui pensait qu'il devait devenir médecin plutôt qu'ingénieur. Mon ami James avait des parents qui lui avaient coupé les vivres quand il avait choisi MIT plutôt que leur alma mater. Mon ami Priya avait des parents qui pensaient que les filles n'avaient pas besoin d'aller à l'université du tout. Nous étions tous des survivants de nos manières différentes, tous déterminés à réussir malgré des familles qui ne comprenaient pas ou n'appréciaient pas nos rêves. J'appelais mes parents 1 fois par mois, gardant les conversations courtes et superficielles. Oui, les cours allaient bien. Oui, je mangeais assez. Non, je n'avais pas besoin d'argent. Ils ne demandaient jamais de détails sur mes cours, ma recherche ou mes expériences. Le fossé entre nous grandissait avec chaque conversation superficielle. Entre-temps, Alexandre avait obtenu son diplôme de Northwestern avec un 2,6 de moyenne et aucune perspective d'emploi claire. Il était rentré à la maison, vivant dans son ancienne chambre, travaillant à temps partiel dans un magasin de détail, tout en découvrant ce qu'il voulait faire. Ma deuxième année, j'ai décroché un stage d'été chez Microsoft qui payait 8 000 $ par mois. J'ai économisé presque tout, construisant un fonds d'urgence et remboursant mes petits prêts étudiants plus rapidement que nécessaire. Quand j'ai parlé à mes parents de l'internship, la réponse de ma mère a été « C'est bien, chérie. Oh, Alexandre a postulé pour des emplois dans le marketing. Nous espérons vraiment qu'il obtienne quelque chose bientôt. » Toujours Alexandre. Toujours le fils qui ne pouvait rien faire de mal, même lorsqu'il ne faisait rien de bien. Ma troisième année, j'ai commencé à être publiée dans des revues académiques, co-auteur d'articles avec mes professeurs sur l'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux. J'ai reçu une offre pour un deuxième stage chez Google, cette fois payant 10 000 $ par mois. J'ai également commencé la thérapie, travaillant à travers des années de négligence émotionnelle et les façons complexes dont la dynamique de ma famille m'avait affectée.
Ma thérapeute m'a aidé à comprendre que vouloir la reconnaissance de mes parents ne me rendait pas faible, mais que je devais apprendre à me valider moi-même parce qu'ils ne le feraient peut-être jamais. Vos parents ont créé une hiérarchie dans votre famille, m'a-t-elle expliqué. Alexandre au sommet, vous en dessous. Votre succès menace cette hiérarchie, c'est pourquoi ils ne peuvent pas le célébrer. Cela nécessiterait d'admettre qu'ils avaient tort sur vous, et les gens résistent rarement à ce genre de réévaluation fondamentale. Ces mots avaient du sens, mais cela faisait quand même mal. Ma dernière année a été un tourbillon de candidatures pour des emplois et d'entretiens. J'ai reçu des offres d'emploi de Google, Facebook, Microsoft, Amazon et plusieurs startups. L'offre de Google était la plus élevée, 140 000 $ par an de salaire de base, plus des primes et des actions qui pourraient valoir encore 50 000 de plus. Je l'ai acceptée, en commençant après l'obtention du diplôme en juin. Mes parents sont venus à ma remise de diplôme, bien que j'ai hésité à les inviter. Ils ont pris des photos, ont agi fiers, mais quelque chose sonnait creux. Quand je leur ai parlé de mon offre d'emploi de Google, la réponse de mon père a été « 140 000 ? C'est excellent, Isabelle. Peut-être que tu pourrais aider Alexandre avec ses prêts étudiants. Il lutte vraiment. » Même à ma remise de diplôme, même face à ma réussite indéniable, il pensait à comment je pouvais servir Alexandre. « Non, dis-je fermement, je ne vais pas faire ça. Mais tu vas gagner tant d'argent que j'ai gagné par mon travail acharné. Alexandre a contracté ses prêts, il peut les rembourser. » La désapprobation sur leur visage était claire, mais je m'en fichais. J'avais passé 22 ans à chercher leur approbation, je n'en avais plus besoin. J'ai déménagé dans la région de la baie pour mon emploi chez Google, trouvant un appartement à Mountain View avec 2 colocataires d'autres entreprises technologiques. Mon salaire semblait absurdement élevé après 4 années de vie avec un budget étudiant. J'ai commencé à économiser agressivement, mettant de côté moitié de mon salaire chaque mois. La première année après l'obtention du diplôme, j'ai complètement remboursé mes petits prêts étudiants restants, environ 15 000 $. J'ai construit mon épargne d'urgence à 50 000 $. J'ai commencé à investir dans des fonds indiciels et des comptes de retraite. Pendant ce temps, Alexandre vivait toujours chez nos parents, sautant d'un emploi à l'autre, ne faisant que des paiements minimaux sur ses prêts étudiants qui avaient gonflé à plus de 110 000 $ avec les intérêts. Mes parents l'ont soutenu émotionnellement et financièrement, payant sa part de la maison, achetant sa nourriture, ne lui demandant jamais de contribuer pendant qu'il se trouvait. Moi, ils appelaient une fois tous les quelques mois, demandant des détails superficiels de ma vie, mais ne montrant jamais d'intérêt réel. La conversation se tournait toujours rapidement vers Alexandre et ses luttes. Ma deuxième année chez Google, j'ai reçu une promotion et une augmentation, portant mon salaire total à environ 180 000 $ avec les primes et les actions acquises. J'ai également reçu une invitation à prendre la parole lors d'une conférence technique majeure sur le travail que je faisais en apprentissage automatique et réseaux neuronaux. Quand j'ai mentionné la conférence à mes parents, ma mère a dit « C'est bien, chérie. Oh, Alexandre a postulé pour des emplois dans le marketing. Nous espérons vraiment qu'il obtienne quelque chose bientôt. » Toujours Alexandre, toujours le fils qui ne pouvait rien faire de mal, même lorsqu'il ne faisait rien de bien. C'est à ce moment-là, environ 2 ans et demi après l'obtention du diplôme, que l'appel est arrivé. L'appel demandant 50 000 $. Ce qui nous ramène au début de cette histoire, à moi, assise dans mon appartement, regardant mon épargne qui avait atteint 123 000 $ grâce à un travail acharné et des économies disciplinées, entendant ma mère me demander de donner 50 000 à Alexandre. Après avoir raccroché le téléphone ce jour-là, j'ai su que quelque chose avait fondamentalement changé. J'en avais fini d'être la fille obéissante qui acceptait les miettes d'attention. J'en avais fini de faire semblant que le favoritisme et le sabotage n'avaient pas arrivé. J'en avais fini de protéger mes parents de la vérité de ce qu'ils avaient fait. J'ai écrit un email à ma famille élargie, mes tantes, oncles, cousins, qui avaient toujours pensé que j'étais l'autre enfant par rapport au brillant Alexandre. Je leur ai dit la vérité, à propos de la bourse cachée, à propos des années de favoritisme, à propos de comment j'avais été admise à MIT et obtenu mon diplôme sans dettes étudiantes par ma propre détermination malgré le sabotage parental. À propos de comment maintenant mes parents demandaient 50 000 $ pour sauver leur fils préféré des conséquences de ses propres choix. J'ai inclus des scans des lettres cachées de la National Merit que j'avais conservées comme preuve. Les réponses ont commencé à arriver en quelques heures. Le choc, l'incrédulité, la colère en ma part. Ma tante Louise, la sœur de ma mère, a appelé ma mère directement et l'a confrontée. D'autres membres de la famille sont allés.
Soudain, le narratif soigneusement maintenu que mes parents avaient maintenu, celui où Alexandre était l'enfant accompli et moi j'étais simplement ordinaire, s'effondrait. Ma mère m'a rappelé, furieuse. Comment as-tu pu faire ça? Errer nos affaires familiales privées à tout le monde, nous humilier comme ça? Vous êtes humilié, dis-je calmement. J'ai juste dit la vérité, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Nous sommes ta famille. La famille ne cache pas les bourses, la famille ne sabote pas l'avenir de ses enfants, la famille ne traite pas un enfant comme précieux et l'autre comme jetable. Ma voix était stable maintenant, des années de thérapie me donnant la force de dire ces vérités. Vos parents ont 22 ans pour être ma famille, vous avez choisi de ne pas l'être, sois-y que maintenant je choisis comment notre relation se poursuit. Tu nous coupes? Elle semblait choquée. Je mets des barrières, de grandes, claires et infranchissables. Je vais vous parler si vous pouvez reconnaître ce que vous avez fait et faire de véritables efforts pour changer. Sinon, nos conversations resteront minimales et superficielles. Vous ne faites plus partie de ma vie intérieure. Vous ne découvrez mes succès que si vous pouvez les célébrer sans les transformer immédiatement en quelque chose à propos d'Alexandre. C'est cruel. Non, maman, c'est de l'autopréservation. Il y a une différence. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai maintenu mes barrières. Mes parents ont essayé différentes tactiques. La culpabilité, comment que tu fais ça à nous, le déni, tu déformes ce qui s'est passé, des fausses excuses, nous sommes désolés que tu te sentes comme ça, du recrutement de membres de la famille pour intervenir. Rien de tout cela n'a fonctionné parce que j'avais finalement appris quelque chose de crucial. Ma valeur n'était pas déterminée par leur capacité à la voir. Je n'avais pas besoin de leur validation pour savoir que j'avais réussi. Alexandre, fait intéressant, m'a contacté directement environ 1 mois après tout cela. « Isabelle, je ne savais pas pour la bourse, je le jure, maman et papa ne m'ont jamais dit. »« Je sais, dis-je, ce n'est pas ta faute qu'il t'ait traité différemment, mais ce serait ta faute si tu continues à profiter de ce traitement différent maintenant que tu es adulte. Que veux-tu dire ? Je veux dire, déménage, obtiens un emploi, n'importe lequel, et commence à rembourser tes prêts. Arrête de laisser maman et papa t'infantiliser. Arrête d'être l'enfant d'or dont l'échec ne compte pas parce qu'il est trop précieux pour échouer. Grandis, Alexandre. » Il a été silencieux pendant un long moment. « Tu as raison. Je suis resté un enfant parce que c'était plus facile, mais ça ne me rend service à personne, n'est-ce pas ? » Non, ce n'est pas le cas. À mon grand étonnement, Alexandre a réellement écouté. Il a déménagé 3 mois plus tard, trouvant un emploi dans le marketing qui ne payait pas beaucoup, mais était un début. Il a commencé à rembourser ses prêts de manière cohérente. Il est allé en thérapie pour travailler sur ses propres problèmes de dynamique familiale. Nous avons commencé à parler de temps en temps, construisant une relation fraternelle qui n'avait jamais existé quand nous étions en compétition pour l'attention parentale. Il s'est excusé pour avoir été oblivieux à mon traitement en grandissant, et je l'ai accepté. « Je pense que je savais à un certain niveau, m'a-t-il dit lors d'un appel. Je voyais comment maman et papa te traitaient, mais c'était plus facile de ne pas le remarquer parce que reconnaître cela aurait signifié reconnaître que j'avais un privilège que je ne méritais pas. Tu étais un enfant, dis-je. Les enfants ne sont pas responsables de la façon dont les parents créent la dynamique familiale, mais les adultes sont responsables de perpétuer ou de briser ces schémas. Je veux briser le schéma, dit-il. Je ne veux pas être le gars de 35 ans qui vit toujours chez ses parents, blâmant le monde pour mes problèmes. Tu m'as montré ce qu'il faut pour vraiment être responsable de sa propre vie. Ces conversations avec Alexandre m'ont donné de l'espoir, pas pour mes parents, qui continuaient à résister à toute véritable responsabilisation, mais pour la possibilité que les familles puissent guérir, même partiellement, même lentement. 3 ans après l'obtention du diplôme, j'avais économisé plus de 200 000 $ grâce à une vie frugale, des investissements intelligents et une promotion continue chez Google. J'avais 0 dette, j'avais un portefeuille d'investissement solide, j'avais une sécurité financière que je n'aurais jamais imaginée étant cette lycéenne terrifiée se demandant comment payer l'université. J'ai également créé une bourse dans mon lycée pour les étudiants dont les familles ne les soutiennent pas dans leur poursuite d'éducation. 5 000 $ par an pour un étudiant démontrant l'excellence académique malgré le manque de soutien parental. Madame Chen, ma conseillère d'orientation qui avait pris sa retraite mais restait connectée avec l'école, a aidé à administrer le programme. « Tu donnes aux étudiants ce que tu n'as jamais eu », m'a-t-elle dit lorsque nous avons mis en place la bourse. « Ce n'est pas seulement l'argent, c'est quelqu'un qui y croit. »
C'est exactement ça, et accepter. Parce que personne ne devrait avoir à se battre seul comme je l'ai fait. Personne ne devrait avoir à découvrir qu'ils avaient une bourse que leur famille a cachée. Mes parents ont découvert la bourse par un article dans le journal local. Ma mère appela, sa voix étrange. « Nous avons vu que tu as créé une bourse. » « Oui. » La description, ça parle de nous, n'est-ce pas? Les étudiants dont les familles ne soutiennent pas leur poursuite d'éducation. Ça parle de la réalité de nombreux étudiants, maman, pas tout à propos de vous. Isabelle, sa voix s'est brisée. Sommes-nous vraiment si terribles? Avons-nous vraiment si mal échoué? C'était la première fois qu'elle posait la question avec ce qui semblait être une véritable autoréflexion, plutôt que de la défensive. Oui, dis-je doucement, vous l'avez fait. Vous avez caché une bourse qui aurait changé ma vie. Vous m'avez traitée comme moins importante qu'Alexandre pendant toute mon enfance. Vous avez essayé de limiter mon avenir par commodité et contrôle. Et même après que tout cela soit sorti, vous avez résisté à une véritable responsabilisation. Nous pensions faire de notre mieux. Non. Vous pensiez faire ce qui était le plus facile pour vous. Il y a une différence. Je fis une pause. Mais maman, si tu veux vraiment faire mieux, commence par la vérité. Véritable vérité, pas d'excuses. Reconnais ce que tu as fait et pourquoi. Ensuite, nous pourrons peut-être avancer. Il a fallu encore 6 mois, mais mes parents ont finalement commencé une véritable thérapie familiale. D'abord juste eux, puis en m'invitant à quelques séances. C'était inconfortable, douloureux, souvent en colère, mais c'était également honnête d'une façon que notre famille n'avait jamais été. Mon père a admis qu'il avait favorisé Alexandre parce qu'il voulait qu'un homme accomplisse les choses qu'il pensait avoir ratées dans sa propre vie. Ma mère a reconnu qu'elle m'avait caché la bourse parce qu'elle avait peur que je parte et qu'elle soit seule. Les deux ont reconnu qu'ils me traitaient comme moins importante et que c'était inexcusable. « Je ne peux pas changer le passé, » dit ma mère lors d'une séance, les larmes coulant sur son visage. « Je ne peux pas te rendre ces années, mais Isabelle, je veux que tu saches que maintenant je vois à quel point tu es extraordinaire, et je suis désolée de ne pas l'avoir vu alors, quand tu avais besoin que je le voie. » C'étaient les premières excuses réelles, sincères, que j'avais jamais reçues d'elle. « Merci, dis-je, ma propre voix épaisse d'émotion. C'est ce dont j'avais besoin d'entendre. » Guérir ne signifiait pas oublier, cela ne signifiait pas revenir à la façon dont les choses étaient, cela signifiait bâtir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus honnête, avec des limites claires et des expectatives réalistes. Aujourd'hui, 5 ans après l'obtention du diplôme, je suis ingénieur senior chez Google, gagnant plus de 300 000 $ par an. J'ai plus de 500 000 $ dans mes épargnes et mes investissements, je suis libre de dettes, financièrement indépendante et véritablement heureuse. Ma relation avec mes parents s'est améliorée, mais restera toujours compliquée. Nous parlons toutes les semaines maintenant et parfois ils posent même des questions sur mon travail et écoutent vraiment les réponses. Ils sont venus me rendre visite en Californie l'an dernier et ont rencontré mes amis, vu ma vie, commencé à comprendre qui je suis devenue sans eux. Alexandre a remboursé la moitié de ses prêts étudiants et a un travail stable dans le marketing qu'il apprécie réellement. Notre relation est bonne, fondée sur le respect mutuel plutôt que sur la compétition pour l'attention parentale. Et la bourse que j'ai créée a aidé 15 étudiants jusqu'à présent, leur donnant ce que j'ai dû me battre pour obtenir, la croyance de quelqu'un en leur potentiel et un soutien financier pour le poursuivre. Mais parfois, tard dans la nuit, je pense toujours à cette lycéenne qui a découvert son statut de National Merit Scholar par accident, qui a trouvé les lettres cachées et a réalisé que sa propre mère avait saboté son avenir, qui a dû se battre seule pour récupérer ce qui avait été volé. Et je pense à ce que cette expérience m'a appris sur la force, sur la valeur, sur la survie. Parce que voici la vérité que personne ne vous dit sur le fait de venir d'une famille qui ne croit pas en vous. Vous devez apprendre à être votre propre champion. Vous devez apprendre à vous valider vous-même, à vous défendre, à poursuivre vos rêves même quand ceux qui sont censés vous soutenir essaient de vous retenir. Cela ne devrait pas être nécessaire. Les enfants ne devraient pas avoir à se battre contre leur propre famille pour atteindre leur potentiel. Mais quand c'est nécessaire, quand vous n'avez pas d'autre choix, vous découvrez une force que vous ne saviez pas posséder. Mes parents ont caché ma bourse National Merit, essayant de limiter mon avenir pour leur propre commodité. Mais ce qu'ils n'ont pas pu cacher, c'était ma détermination, mon intelligence, mon refus absolu d'accepter leur vision limitée de ce que je pouvais devenir.
Ils m'ont demandé 50 000 $ après que j'ai obtenu mon diplôme sans dette, pensant que je devrais mon succès à la chance plutôt qu'au travail acharné. Cette demande a été le catalyseur qui m'a finalement fait dire la vérité, fixer des limites et exiger le respect que j'avais toujours mérité. Et vous savez quoi ? Dire non à ces 50 000 $ a été l'une des choses les plus libératrices que j'ai jamais faites. Pas parce que je ne pouvais pas me le permettre, mais parce que cela signifiait que je me valorisais enfin plus que je ne valorisais leur approbation. Mon succès n'était pas de la chance, c'était de stratégie, de détermination et un refus absolu d'accepter leur vision limitée de ce que je pouvais devenir. Ils m'ont caché ma bourse, j'ai trouvé de toute façon. Ils ont essayé de me garder petite, j'ai grandi de toute façon. Ils ont demandé 50 000 $, j'ai dit non et vécu de toute façon. Parce qu'en fin de compte, votre avenir vous appartient à construire, protéger et défendre. Personne d'autre ne peut le faire pour vous, et personne, pas même la famille, ne devrait pouvoir vous l'enlever. Vous êtes aussi capable que vous croyez l'être. Votre valeur n'est pas déterminée par la capacité ou l'incapacité des autres à la voir, et parfois, le meilleur revanche est simplement de vivre bien, de réussir spectaculairement et de savoir, profondément dans votre cœur, que vous l'avez fait vous-même. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que je vis maintenant, et c'est ce que j'espère que d'autres apprendront de mon histoire. Vous pouvez survivre au sabotage familial, vous pouvez prospérer malgré la négligence, vous pouvez construire une vie extraordinaire même quand ceux les plus proches de vous essaient de vous garder ordinaire. Votre succès est votre meilleure revanche, votre bonheur est votre plus grande victoire, et votre capacité à vous défendre est votre superpuissance la plus importante. Ils ont caché ma bourse, mais ils n'ont pas pu cacher mon avenir, parce que cet avenir était le mien à créer et je l'ai créé magnifiquement.